Non plus. Moi j'ai votre présentation, ce que je vous propose. Sinon on fait avec ce système-là en effet. Voilà. Je fais un défilé de votre présentation et vous pouvez me dire top à chaque fois que vous voulez changer de slide. Donc on écoute monsieur Corentin Delac, imagerie par tenseur de diffusion et tractographie médulaire chez le sujet 5, étude in vivo des faisceaux spinaux humains en IRM 3 Tesla. On vous écoute. Je vous écoute. Il voit la présentation. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir mis en place ce système de visioconférence qui me permet de présenter mon travail aujourd'hui. Donc, moi, sinon, j'étais bien bloqué à la gare de Lyon, donc merci beaucoup pour ce système de visioconférence. Je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé durant mon année de Master 2 qui était dirigé par les professeurs Coton et Patrick Mertens et qui s'intitule Le développement de l'imagerie par tenseur de diffusion, c'est-à-dire la TCI, et la tractographie médulaire chez le sujet 5. On peut passer à la diapositive suivante. Donc il faut savoir en introduction que l'anatomie des faisceaux de la moelle n'a jamais été en réalité décrite in vivo chez l'homme et que les connaissances que nous avons actuellement correspondent aux résultats de dissection et vivisection animale qui datent du XVIIIe siècle. Sur ces trois schémas que vous voyez en bas de la présentation, vous avez des représentations très différentes les unes des autres de l'anatomie des faisceaux de la moelle. Et donc vous voyez qu'il n'existe pas en réalité d'anatomie réellement qu'on connaisse parfaitement bien chez l'homme à l'étage médulaire. Récemment, l'imagerie par TTI à l'étage cérébral a permis de mettre en évidence des connexions qui étaient déjà connues en différenciant des faisceaux de la substance blanche. C'est par exemple le cas avec le faisceau arqué pour la présentation de Catani ou les travaux de Fernandez Miranda sur le faisceau cortico-spinal chez les patients présentant des tumeurs intracérébrales. Par contre, ce travail de différenciation de faisceaux à l'étage spinal n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. L'objectif du travail était donc, vous l'avez bien compris, de pouvoir différencier les principaux faisceaux spinaux les uns des autres. Pour cela, on a défini 4 étapes différentes. La première était de permettre d'obtenir une tractographie médulaire de très bonne qualité. Le deuxième objectif était de définir l'intérêt des corrections des artefacts dans la séquence DTI native en tenant compte de la géométrie à la fois du patient et de la géométrie de l'acquisition. Le troisième objectif était de pouvoir définir des paramètres permettant de réaliser une différenciation des faisceaux spinaux. Et enfin, le dernier objectif reprenait tous les objectifs précédents que je viens de vous citer pour élaborer un protocole d'ensemble qui soit pérenne et utilisable en clinique ou en routine pour réaliser la différenciation des faisceaux spinaux. Top. Donc le premier objectif consistait à réaliser une tractographie de bonne qualité. Pour cela, on a réalisé une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse. On a sélectionné les articles qui avaient réalisé de la tractographie uniquement à l'étage médulaire et on définissait les critères de qualité de manière objective par ceux que j'ai cités en bas de la diapositive, c'est-à-dire l'effet continu, leur orientation, leur encodage couleur, leur accord avec la réalité anatomique, la trans-artefact et la possibilité de différencier des faisceaux ou pas. Top. On observait que les paramètres d'acquisition et les paramètres de tracking étaient très hétérogènes d'un papier à un autre et comme vous pouvez le voir sur cette figure-là, on obtenait des rendus qui étaient très hétérogènes d'une étude à une autre. Top. Et donc, en sélectionnant uniquement les études qui avaient réalisé un bon rendu tractographique selon les critères objectifs que je vous ai présentés précédemment, eh bien, on a pu définir les paramètres d'acquisition et de tracking qui permettaient d'obtenir des rendus tractographiques de très bonne qualité, à savoir utiliser une IRM à 3 Tesla, avoir des ions de diffusion qui sont supérieurs à 20, idéalement 32, avoir une p-value à 1000 secondes par millimètre carré, avoir une épaisseur de coupe inférieure à 2 mm, sans gap entre les coupes, et puis utiliser un voxel de reconstruction plutôt isotropique. Concernant les paramètres de tracking, utiliser un logiciel avec une approche plutôt déterministe et un seuil de fraction d'anisotropie entre 0,15 et 0,20. Top. Ensuite, pour le deuxième objectif, c'est-à-dire analyser l'analyse des corrections de distorsion pour réaliser
réalisé de la tractographie médulaire. On a utilisé une étude qui était longitudinale et multicentrique chez des patients qui étaient sains médulaires et dont les paramètres d'acquisition étaient les suivants, et vous voyez qu'ils correspondent bien à ce qu'on avait déjà pu précédemment définir. Hop. On a ensuite divisé la population en fonction de l'équilibre sagittal du patient, c'est-à-dire en fonction de sa géométrie, et en tenant compte de deux principaux critères, la lordose cervicale et l'antéversion. Et ensuite, on a analysé des analyses en sous-groupes sur ces deux critères-là, en mesurant à chaque fois de manière objective et de manière quantitative la qualité du rendu tractographique par la longueur des fibres, le nombre de fibres, leur orientation. Et ce travail-là, on l'a fait avant et après correction des distorsions. Hop. Donc vous voyez tout de suite sur cette figure que avant correction des distorsions chez les sujets qui sont hypolordosés, c'est la figure qu'il y a en haut à gauche, et bien on obtient un rendu tractographique de très mauvaise qualité, puisque vous voyez que sur le rendu tractographique, vous avez comme des marches d'escalier à chaque étape, chez les patients qui sont très hypolordosés et très antéversés, et ce qui n'est pas du tout en réalité avec l'anatomie du patient, puisque les fibres blanches ne se stoppent pas comme ça de manière anatomique. On obtient un peu exactement le même rendu chez les patients qui sont hyperlordosés, c'est la figure qui vient en bas à gauche, toujours. Sur cette figure-là, on voit que le rendu tractographique est plutôt de bonne qualité sur la portion supérieure, mais au niveau de la lordose cervicale qui est maximale, et bien on obtient aussi des marches d'escalier sur le rendu tractographique. Chez les patients qui sont normolordosés, c'est la figure en haut à droite, et bien on obtient un rendu tractographique plutôt de bonne qualité. Sur le box plot qu'il y a en bas à droite, vous voyez qu'il y a une différence significative sur la longueur des fibres chez les patients qui sont hypolordosés versus normolordosés et normolordosés versus hyperlordosés. Une fois qu'on a réalisé les corrections, eh bien, vous voyez que le rendu tractographique est bien meilleur. Quand on regarde le box plot en bas à droite, eh bien, on voit qu'il n'y a plus du tout aucune différence significative en termes de longueur de fibre entre les hypos, les normaux et les hyperlordosés. On obtenait exactement les mêmes résultats chez les patients qui étaient non antéversés, moyennement antéversés et très antéversés. Top. Sur ce tableau, vous voyez qu'une fois qu'on qu'on fait de la tractographie étage par étage et qu'on mesure le nombre de fibres et la longueur de fibres, eh bien on obtient des différences significatives de manière systématique à chaque étage, avant et après correction. Preuve que la réalisation des corrections est absolument indispensable pour avoir un rendu tractographique de bonne qualité. Top. Mais jusqu'à présent, en effet, quid de la différenciation des vaisseaux spinaux? Avec l'étude que je viens de vous présenter, vous voyez qu'on n'arrive pas à différencier des vaisseaux spinaux. Pour cela, j'ai utilisé une troisième étude qu'on avait précédemment réalisée dans le service, qui tentait à réaliser de la tractographie des paires crâniennes et dont la boîte d'acquisition était centrée sur le tronc cérébral. Hop. Et vous voyez tout de suite, donc là, vous faites défiler, il y a des flèches qui vont apparaître en animation. Vous voyez tout de suite qu'on obtient on arrive à différencier des faisceaux spinaux les uns des autres, sans qu'on puisse réellement dire quels sont ces faisceaux spinaux, mais en tous les cas, on arrive à les différencier les uns des autres. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et donc la différence entre ces deux protocoles, c'était que l'un était centré, la cassette d'acquisition était centrée sur la moelle cervicale, alors que l'autre était posé plus supérieurement sur des structures plus encéphaliques, et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait donc différencier les faisceaux spinaux à partir de l'étage cérébral. Top. Le protocole du coup qu'on a proposé avec le laboratoire, c'était de réaliser une boîte d'acquisition à l'étage cérébral avec les paramètres d'acquisition qui sont définis sur la gauche, et puis de réaliser une boîte d'acquisition médulaire avec les paramètres qui ont été précédemment définis en étape 1 de notre protocole.
et là, il y a une animation, encore une fois, que vous pouvez appuyer, et de réaliser un processus de stitching, c'est la zone qui est en rose, c'est-à-dire de fusionner les images qui sont identiques entre les deux séquences qui sont différentes, entre la séquence d'outillage cérébrale et la séquence d'outillage médulaire, afin d'obtenir une seule entité, de pouvoir suivre la fibre nerveuse à partir de son départ cérébral jusqu'à son arrivée à l'étage médulaire. Top. Ensuite, il y a tout un travail de définition des ROI que l'on propose de faire selon la ligne ACPC, c'est la ligne qui passe par la commissure antérieure et la commissure postérieure, qui est un référentiel bien connu en neurochirurgie et qui permet, selon beaucoup d'atlas selon lesquels beaucoup d'atlas cérébraux ont été réalisés, et à partir de ce positionnement de région d'intérêt, on pourra vraiment chercher exactement le faisceau corticospinal ou le faisceau spinothalamique selon l'intérêt de la pathologie en question. Top. Sur cet exemple-là, vous pouvez voir une tractographie du faisceau corticospinal à partir du cortex moteur et en passant par la corona radiata et puis jusqu'à l'étage médulaire avec les coupes axiales qui correspondent sur la droite au faisceau corticospinal. Top. Maintenant, ce que je vous propose, c'est en réalité c'est tout le processus à partir du patient jusqu'à son intérêt en pratique clinique. Par exemple, vous avez un patient qui se présente avec une tumeur de moelle comme c'est présenté sur cette diapositive, et bien, top, vous allez réaliser les corrections de distorsion puisque je vous ai démontré précédemment qu'elles amélioreraient grandement de manière significative le rendu tractographique à l'étage médulaire. Top. Vous allez ensuite réaliser le processus de stitching dont je vous ai parlé entre la cassette cérébrale et la cassette médulaire afin de pouvoir suivre votre fibre depuis l'étage cérébral et ainsi d'en réaliser la différenciation à l'étage médulaire. Hop. Vous allez ensuite appliquer une stratégie de ROI, c'est-à-dire de région d'intérêt préalablement définie selon la ligne ACPC dont je vous ai parlé et qui vous permettent de traquer uniquement les fibres d'un faisceau bien précis. Hop. Et puis vous réaliserez ensuite le processus de tracking, top, avec une validation de contrôle, et surtout l'intérêt, top, c'est de réaliser une visualisation 3D, par exemple. Sur cet exemple, j'ai traqué les faisceaux pyramidaux, et en jaune, j'ai représenté la tumeur. Donc ça vous permet de voir les rapports entre le faisceau qui vous intéresse, ici le faisceau corticospinal, et les rapports avec la tumeur. Et donc, top, en dernière application, c'est la chirurgie et son application clinique. Top. En conclusion, l'objectif final, c'est de suivre le patient de manière quotidienne et de pouvoir l'utiliser vraiment en clinique et en routine, quelle que soit la pathologie du patient, que ce soit des tumeurs médulaires, des anomalies vasculaires de la moelle, des myélopathies arthrosiques, des traumatismes médulaires, du dysrhabisme spinal pour la pédiatrie, ou des pathologies plus neurologiques, que ce soit des maladies inflammatoires telles que la SLEP ou la SLA. Top. Juste pour conclure un dernier exemple, il s'agissait ici d'un patient présentant un cavernome au niveau du cône médulaire. Un cavernome, c'est une tumeur vasculaire, c'est l'équivalent en réalité d'une tumeur vasculaire. Vous voyez sur la tractographie, le point rouge représente l'emplacement du cavernome. Sur la tractographie, vous voyez que le cavernome a disséqué complètement les fibres, et sur la latérale, on voit que les fibres ne sont plus traquées via la tractographie, et vous voyez que le cavernome est très latéral, et ça nous a permis en réalité de faire un abord latéral sur les vues chirurgicales qu'il y a sur le côté. Vous voyez que le ligament dentelé a été détaché de son attache durale et que la moelle a été rotée pour accéder à la partie ventrolatérale où on voit justement ces spots d'hématomes qui sont signifiés par les flèches. Et donc on a pu avoir accès directement au cavernome, en faire l'exérèse complète, et ce sans accéder à la moelle par une approche postéromédiane classique, et qui aurait entraîné forcément des séquelles au moins sensitives chez un patient qui a pu ensuite être indemne de déficit neurologique en post-opératoire. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Vous pouvez rebasculer sur... arrêtez le partage d'écran, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je peux les retranscrire si vous voulez. Ou je peux les retranscrire comme vous voulez. Bon, attendant qu'il arrive, j'en ai juste une déjà. Un très joli travail. Pour le cavernome, par exemple, c'est un superbe exemple, tout à fait compréhensible. La sclérose en plaques, qu'est-ce que ça apporterait de plus? En fait, il y a plusieurs équipes sur le plan neurologique qui ont pu mettre en évidence via la diffusion, alors d'abord la diffusion et ensuite la TI, des zones pour lesquelles la moelle était vraiment atteinte, et donc du coup ça leur permet plutôt d'avoir accès à des immunothérapies plus précocement avec la TI que si on était sur des séquences de T2 ou T2 étoiles classiques qui ne mettent pas forcément en évidence les lésions de manière précoce en réalité. D'accord, et c'est aussi d'accord, plus précocement, alors pas uniquement sur une question de gravité. Oui, la TI, ça permet de mettre en évidence des anomalies de signal qui sont moins visibles sur des séquences de type T1 ou T1 injecté ou T2 étoile, même si le pixel est moins bon en fait. Avec l'œil aguerri du radiologue qui a l'habitude de la TI, ça permet de mettre en évidence des anomalies de signal précocement. Et donc une indication thérapeutique. De la diffusion de l'eau et l'atteinte plus précocement que sur du T2 ou du T1. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi j'avais une question peut-être naïve. On a vu en anatomie qu'il existe un faisceau cortical, corticospinal direct qui ne décuse pas au niveau du tronc cérébral, et je n'ai pas cru de le voir dans vos images. Est-ce que vous pourriez nous développer Oui, en effet, il existe bien un faisceau corticospinal direct qui ne décuse pas. Ça représente cependant en réalité, selon les références, entre 20 et 10% des fibres seulement. Et traquer 10% des fibres, ça reste quand même assez difficile. La TTI au niveau médulaire, c'est vraiment challenging, dans le sens où, par rapport au cerveau, le volume de la moelle est vraiment très restreint. Au maximum, la moelle fait 2 cm de diamètre, et ça, c'est au niveau cervical. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports de volume que le cerveau. Et la différence du cerveau, c'est que la moelle est entourée également de vertèbres à chaque étage, et l'autre, c'est absolument pourvoyeur d'artefacts qui sont absolument très difficiles à gérer. Et donc pour ça, on a déjà du mal à traquer de manière sensible, disons, les fibres. Donc traquer un faisceau qui fait, enfin le direct qui fait que 10% des fibres, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas sur les images présentées. Ah, d'accord, donc si je comprends bien, c'est un problème technique et pas de structure. Enfin, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui, plutôt, oui. Bien, merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Johanna qui arrive. C'est plus un commentaire qu'une question. D'abord, félicitations pour votre très belle communication. En réalité, l'Académie tiendra une session sur la nouvelle anatomie au mois de juin prochain, d'ailleurs, parce qu'on voit bien que l'anatomie, qui avait perdu de son importance, c'est plus Delmas-Rouvière, mais on va maintenant vers l'anatomie fonctionnelle, en particulier sur le plan neurologique. On a eu une communication récemment sur l'innervation du pelvis avec les filets sympathiques et parasympathiques. Et on voit bien, comme vous l'avez montré, que ça a d'importantes incidences pour la prise en charge des patients. En tout cas, merci pour cet exemple. Bien, merci beaucoup et bravo pour ce travail anatomo-physiologique passionnant. Bravo.